Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse à la gestion des conflits. Alors c'est des sujets souvent un peu complexes, un peu tabous, qui ont lieu dans l'entreprise et qui arrachent les cheveux des managers et des RH. Comment faire pour les limiter, pour peut-être même les empêcher? On en parle avec Marvin Wertz, il est directeur de agenco.fr. Il a quelques solutions à nous proposer. Le cercle RH, qu'est-ce qu'une vraie politique de parentalité? Alors c'est une vraie question, pas que pour les jeunes parents, évidemment pour les jeunes parents, mais aussi pour ceux qui ont des adolescents. Comment équilibrer sa vie pro, sa vie perso? Qu'est-ce que doit faire l'entreprise concrètement pour engager ses collaborateurs et avoir une véritable politique de parentalité? On en parlera avec Jérémy Mailly, Marine de Sandre, nous serons avec Lucie Vintran et puis Caroline de Senneville, évidemment, journaliste, décideur RH qui m'accompagne comme chaque semaine dans cette émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la gestion des conflits avec, on va essayer en tout cas de vous apporter des solutions concrètes à la gestion de ces conflits. C'est un casse-tête pour les managers et on en parle avec vous, Marvin Wirtz. Vous êtes directeur DRH chez agenco.fr. Agenco.fr, c'est une plateforme, alors peut-être très éloignée du sujet, mais encore que plateforme de mise en relation pour avoir les bons commerciaux. C'est ça le sujet? Ouais, voulez-vous que je vous explique peut-être ce qu'on fait? En 10 secondes. En 10 secondes, ok. On a une plateforme de mise en relation entre des entreprises d'un côté et des agents commerciaux indépendants. Voilà, c'est ça. Très simple. Donc ça va plus vite et on trouve commercial à son pied. Le fait d'avoir choisi ce sujet et d'apporter sur ce plateau des solutions concrètes, ça veut dire que vous avez peut-être, malgré votre jeune âge, été traversé par cette gestion des conflits. Vous êtes DRH. Est-ce que ces situations vous sont arrivées très concrètement? Oui, forcément. Alors ça nous arrive presque tous les jours, mais l'idée c'est de faire la différence entre un conflit actuel et un conflit à naître. Et donc c'est là où on va essayer de travailler, de traverser ce chemin pour éviter d'avoir des conflits et en même temps pour régler ce qu'on a déjà. Le sujet de fond, c'est essayer de délimiter ces conflits. Oui. On fait quoi? On éduque les managers, on leur apprend à avoir une qualité d'attention, d'écoute, d'assertivité avec tous les mots qu'on connaît. Comment on fait? Alors déjà, la première des choses, c'est de se poser la question, pourquoi il y a des conflits? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors, il y en a deux, hein. La première des choses, c'est de se dire que la communication est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un travail qui va quelquefois être mal encadré, et ça peut poser de gros problèmes. Et forcément, le deuxième, qui arrive assez souvent, c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire que comme c'est pas assez structuré, forcément, il y a des dérives et on ne sait plus trop où est notre place. Et donc, ça crée du conflit. Et bien évidemment, le dernier, la rémunération. Pour rappel, 79% des grèves aujourd'hui sont causées par la rémunération. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des conflits sociaux. Dans notre esprit, quand on parle de conflits, on imagine aussi des engueulades violentes à la machine à café, parfois même des empoignades. Il y a aussi de la violence qui de plus en plus dans les entreprises. Comment on fait là? Le cas a eu lieu. On ne peut pas faire de prévention. Le cas a eu lieu. On fait une médiation, on va dans le bureau du DRH. Comment vous faites? Alors déjà, forcément, on va parler de médiation. L'idée, c'est d'avoir une cellule de crise où on va pouvoir expliquer un problème et de l'autre côté, on va pouvoir l'entendre. Et ça aussi, c'est très important. Pour qu'on puisse se parler. Exactement. Le dialogue reste toujours la base et la solution pour tout. Et petite information assez intéressante, on s'est rendu compte que 2 personnes sur 3 vivaient du conflit au travail. Et c'est assez intéressant parce que c'est 3 heures par semaine. C'est 20 jours par an. C'est 1 mois de productivité perdue. Quand vous dites vivre du conflit, ça veut dire qu'on se nourrit de ce conflit, on l'envenime, on met un peu d'huile sur le feu. C'est quoi se nourrir du conflit? En fait, c'est la nature humaine qui veut ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on a un conflit avec quelqu'un, on a souvent l'habitude, en tout cas on le voit nous, c'est que ce conflit il perdure. Ça s'arrête jamais. C'est pas simplement une petite engueulade à la machine à café et ça s'arrête. Souvent le lendemain, on va recommencer, puis un petit pic, et puis dans le travail, et puis dans les dossiers, et puis c'est quoi ça se dissémine dans l'entreprise? On en parle, ça devient l'histoire de l'entreprise? Exactement. On a Jean-Michel qui a eu un problème avec Martin, etc., etc. Donc nous, on met des cellules en place et l'idée, c'est de pouvoir se parler, se dire les choses. Donc bien évidemment, pour éviter qu'un conflit s'envenime, et quand il est déjà là, surtout, on va faire ce qu'il faut pour avoir une médiation, pour éviter qu'il se cristallise. Et c'est ça le vrai problème. L'idée, c'est de couper la branche avant qu'elle vienne en fait polluer l'ensemble de l'arbre. Exactement. Pour faire cette image végétale. Il y a quand même des enjeux parfois où le conflit, on ne peut pas le résoudre. C'est-à-dire que la tension est si forte que vous êtes, vous, DRH, dans l'obligation de séparer les 2 collaborateurs et de les mettre dans un service et dans un autre. Quand c'est possible? Parce que parfois, c'est pas possible. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on n'en est pas du tout dans ces extrémités-là. On arrive à le gérer parce qu'on a une manière de fonctionner en interne et un effectif qui nous permet de ne pas arriver jusque-là. Parce que peu importe, entre guillemets, les personnes qui vont pouvoir travailler sur les dossiers, il y a une forme de transversalité, de performance et donc
chacun a besoin des uns et des autres, et donc ils le savent. Le télétravail, pour vous, c'est quoi? C'est une piste de réflexion? Est-ce qu'on se dit, après tout, au télétravail, on apaise, les personnes continuent à travailler, évidemment, en distanciel, on les éloigne, je dirais, des difficultés et des tensions? Alors nous, on a quasiment toujours travaillé en télétravail. On a à peu près 80% de l'effectif qui bosse en télétravail. C'est pour ça que je vous dis que la communication, elle est hyper importante. Donc on n'a pas vraiment ces problèmes-là. C'est-à-dire que vous vivez des conflits par visio interposée. Mais du coup, on en vit peu. Mais effectivement, c'est arrivé. Mais du coup, c'est du conflit, je dirais opérationnel, c'est-à-dire sur des dossiers, sur des problématiques réelles, pas parce que voilà, on s'est pris le bec à la machine à café. L'accompagnement des managers, je le redis, parce qu'il faut aussi une capacité pour les managers de pouvoir être des leaders dans ces situations-là aussi. Comment on arme les managers pour avoir les bons outils? Déjà, la première des choses, c'est de leur expliquer que personne n'a raison et personne n'a tort. C'est toujours un échange et il faut réussir à faire passer. Donc la vérité est un peu au milieu, quoi. Elle est toujours au milieu, toujours. Et c'est obligatoire. Donc l'important, c'est de leur expliquer que déjà, il ne faut jamais prendre part, forcément. Et il faut juste créer un endroit où les gens peuvent se parler parce que c'est jamais un manager qui va régler un conflit. Donc c'est pas lui qui se met en médiation, on est d'accord. Hein, lui, il reste à l'extérieur. Hein. Un manager, il règle pas un conflit. Il offre un cadre pour régler le conflit. Et c'est ça qui est important. Parce que s'il règle le conflit, potentiellement, ça peut créer d'autres problèmes. Vous, Marvin, c'est vous qui faites la médiation ou vous prenez une structure, un psychologue, un spécialiste de la médiation? Comment on fait là? Alors c'est moi qui fais la médiation, pour le coup, parce que l'effectif nous le permet. Mais on pourrait tout à fait travailler avec d'autres personnes, mais c'est moi qui le fais, oui. Malgré, encore une fois, votre jeune âge, qui est une qualité, hein, vous avez vu une augmentation du nombre de conflits. Vous sentez qu'il y a une forme de fébrilité des collaborateurs? Oui, forcément, parce que déjà la situation économique du pays, elle est assez compliquée. Et donc forcément, dans les entreprises, ça peut être compliqué aussi. Vous le ressentez ça? Oui, on le ressent, évidemment. Et donc ça veut dire aussi apaiser, créer des moments de rencontre aussi, j'imagine des team building, des moments où on partage des choses aussi. Mais c'est ça, alors on va potentiellement en reparler, mais j'ai eu la chance, même avec mon jeune âge, de pouvoir voyager et de travailler à l'étranger. Et donc j'ai pu voir aussi différents modèles. Les modèles. Et dans d'autres pays, je pourrais citer les États-Unis en tout cas pour cette partie-là, je trouve qu'ils sont vachement en avance sur la partie échange, communication. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflits, bien au contraire, mais ils ont cette capacité à pouvoir échanger beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement. De verbaliser, de poser les choses. Et du coup, c'est beaucoup plus simple parce que le conflit, il est réel, il est là, il est présent. On peut presque le toucher. Et on ne le met pas sous le tapis. Exactement. Qui est un vrai autre sujet du conflit qu'on essaie de cacher. Merci Marvin Wirth. Wirth. Oui, une fois sur deux, j'étais pas loin. Marvin Wirth, vous êtes DRH d'agentco.fr, mise en relation, plateformisation, pour trouver des commerciaux avec un expert, parce que vous êtes venu nous parler de ça, de la médiation et d'essayer de limiter les conflits. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Le cercle RH. Qu'est-ce que la parentalité? Alors ça, c'est un vrai gros sujet. Alors, il y a bien sûr l'État et l'action politique, on le sait, qui a dynamisé ces sujets de parentalité en entreprise. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Comment elle doit accompagner ses collaborateurs et collaboratrices, évidemment, sur ces sujets de parentalité, sujets de marque employeur et d'engagement? On en parle, c'est le cercle RH, c'est tout de suite. Le cercle RH pour débattre d'un sujet qui concerne des millions de Françaises et de Français, la parentalité, et qui concerne aussi beaucoup de DRH et de dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'une vraie et bonne politique de parentalité? On va en débattre et en parler avec mes invités. Ils sont là autour de moi. Marine Descendres, ravie de vous accueillir. Bonjour. Cofondatrice des Parents Zen, les Parents Zen. Des crèches, et on en parlera parce qu'à vos côtés, il y a Jérémy Mailly, DRH du groupe Panzani. Ravi de vous accueillir. 850 collaborateurs avec une politique de parentalité dont vous allez nous parler, et vous travaillez la main dans la main avec les Parents Zen. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Lucille Watrin, je l'ai bien dit, vous avez vu, experte conciliation des vies, parentalité entreprise. Vous accompagnez des entreprises sur leur stratégie, la bonne politique en parentalité, puis vous préparez, je crois, mon petit doigt me dit, un grand événement qui aura lieu en mars prochain à Paris, justement sur ces sujets de parentalité. Et avec moi, Caroline de Senneville. Bonjour Caroline. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, chère Caroline, journaliste décideur RH, avec des chiffres, des analyses. Et on va commencer peut-être par un éclairage venu de l'APEC. Oui, l'APEC a sorti une étude en septembre dernier qui montre que 37% des cadres parents d'un ou plusieurs enfants mineurs déclarent rencontrer des difficultés, ce qui est 10 points de plus que les autres cadres, qu'ils soient non-parents ou parents d'enfants majeurs.
Juste l'experte que vous êtes, vous accompagnez les entreprises. Quelles sont les difficultés quand on parle de parentalité? Quand vous allez dans une entreprise et que j'imagine, vous posez le sujet, vous faites un diagnostic. Quels sont les sujets qui sont posés sur la table quand on parle de parentalité? Il y a des gros enjeux de flexibilité. Parce que avoir des enfants, c'est avoir des enfants qui peuvent être malades, qui peuvent avoir des besoins de soutien avec des médecins, etc. Donc avoir un agenda où on peut s'ajuster. Et en fonction des métiers, qu'on soit dans une usine ou dans une tour à la Défense, on ne peut pas s'ajuster de la même façon. Super. Et puis, il y a plein d'enjeux autour de re-onboarding des mères, par exemple. Enfin, quand on revient au travail... Énorme sujet. C'est pas une mince affaire. On ne revient pas comme quand on est parti. Et souvent, on nous attend exactement comme quand on est parti. Et puis, il y a globalement, est-ce que l'entreprise accepte de nous faire venir avec nos enfants, parfois avec des nuits qui ont été compliquées, parfois avec des ados. C'est tabou, on n'en parle pas. On a des cernes, on n'ose pas dire qu'on n'a pas... C'est vrai, on en parle. Je trouve qu'on parle plus des problèmes de sommeil que des problèmes d'addiction d'un ado à son smartphone ou à d'autres substances. Enfin, je veux dire, c'est encore moins sympa d'en parler et pourtant, c'est un vrai sujet. C'est vrai, vous avez raison. On dit plus facilement bébé n'a pas dormi cette nuit que de dire mon fils prend trop de cannabis. Ça, je suis d'accord avec vous. Je me tourne vers vous, DRH, monsieur le DRH Panzani. On parlait des cols blancs. C'est vrai qu'on parle parentalité, on pense au col blanc, on est flexible, on peut s'organiser, on fait du télétravail. Enfin, globalement, ça peut se vivre. Mais c'est plus compliqué dans votre cas, par ailleurs, avec les salariés qui sont postés, qui fabriquent des pâtes, qui fabriquent de la semoule. C'est beaucoup plus compliqué. Comment on fait dans ce cas-là? Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que nous, on a démarré en 2018 avec les parents zen au siège pour effectivement des professions plutôt cadres. Et quand on a revu la politique parentalité il y a 2 ans, on a souhaité l'élargir aux usines, puisqu'on a 6 usines en France, 3 centres de R&D, et qu'effectivement, ces collaborateurs-là sont autant concernés par les sujets de parentalité et de flexibilité. Ils ont les mêmes stress, quoi. Hein. Exactement. Et puis c'est vrai que la parentalité ne s'arrête pas aux enfants de 0-3 ans, en fait, la parentalité continue bien longtemps. J'ai mis un papier jusqu'au Biactol, quoi, jusqu'au moment où nos enfants mettent du Biactol pour retirer leur bouton. Ouais, c'est un papier de... Toute sa vie, je pense. C'est ça, on est papa et maman toute sa vie. Voilà. Puis un jour, on devient proche aidant, et donc... Mais quand vous posez le sujet à vos équipes, quand vous le posez au COMEX, au CODIR, je ne sais pas comment, on vous dit quoi? Parce que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est posté, qui doit avoir une productivité, c'est pas simple. Comment on l'organise, ça? Eh ben, en proposant effectivement des services, donc des places en crèche pour faciliter le fait de trouver un mode de garde, mais aussi des systèmes de garde, des systèmes de soutien scolaire. Voilà, donc ça ne retire pas l'enjeu de postes postés, mais en tout cas, on facilite tout ce qu'il y a autour, les services qu'on peut apporter. Voilà, pour faciliter l'organisation personnelle. Marine, j'évoquais tout à l'heure que les parents zen étaient le partenaire de Panzani et de beaucoup d'autres entreprises, mais qu'est-ce que vous apportez comme service et qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce qu'on nous a demandé chez Panzani? On nous a demandé de faire connaître aussi cette politique parentalité en interne et puis aussi en externe. C'est pour ça qu'on accompagne les entreprises. C'est vraiment dans un accompagnement global pour mettre en place une politique parentalité efficace. Parce qu'on sait, chaque année, on organise un baromètre. Donc l'année dernière, c'était avec je vais y arriver, Opinionway. Et donc, dans ces chiffres, on sait que 58% donc, des parents qui ont un nouvel enfant sont impactés, enfin, ont leur charge mentale qui augmente au travail. Donc ça, c'est un vrai chiffre. Et parmi eux, 60% des entreprises n'ont rien fait pour leurs collaborateurs, alors que c'est un vrai enjeu. Mais le retour de congé maternité, parce qu'on parle des enfants ados, on mettons-le de côté, mais on rentre, on a cette enfance, un moment de joie, ou parfois c'est difficile d'ailleurs, et c'est un choc quand on revient. Qu'est-ce qu'on fait là en matière de politique? Quels sont les conseils que vous donnez? Parce qu'il y a la grande politique de parentalité nationale créée par le gouvernement, incitation, accompagnement, augmentation de la durée du congé de paternité, tous ces sujets qui sont étatiques, j'allais dire. Mais concrètement, sur ce sujet du retour, quels sont les conseils que vous donnez? Concrètement, pour moi, c'est les managers qui ont un rôle, qui sont en frontal. Alors, on a les RH, évidemment, qui doivent pousser, en tout cas, dans le bon sens. Et quand c'est fait, si ça s'arrête juste à une belle politique, c'est assez inutile. C'est former concrètement les managers, parce que c'est eux qui vont recevoir ça y est, je suis enceinte, je vais partir et je vais rallonger mon congé et je reviens à 80%, et comment je trouve le jour qui va à tout le monde. Souvent, les managers en off, hors télé, hors plateau télé, oh là là, je vais l'avoir à 80%, ça va être plus compliqué. Enfin, c'est ce qu'on entend quand on discute avec les managers, c'est ça leur réalité. La problématique, c'est que si on ne prend pas les gens dans leur globalité, on n'a pas toute leur performance et toute leur créativité. Donc,
Il faut s'adapter à la vie et aux besoins des collaborateurs. C'est pas les collaborateurs qui doivent s'adapter à l'entreprise. Enfin, c'est plus comme ça. L'œuf et la poule et l'œuf, c'est un vrai sujet. Caroline, il y avait un éclairage intéressant sur ce sujet-là. Il y avait une étude qui avait été menée par l'Institut BVA qui date un peu de 2019, mais qui est quand même assez révélatrice, qui avait montré que plus de la moitié des salariés connaissaient mal leurs droits liés à la parentalité, notamment l'entretien de retour de congé maternité qui est obligatoire, la visite médicale, la garantie de rattrapage salarial, le droit de bénéficier d'1 heure par jour d'allaitement sur son temps de travail. Voilà, tout un tas de dispositifs que les salariés ne connaissent pas forcément. Alors, peut-être vous voulez rajouter quelque chose, parce que j'avais ce chiffre où il y a votre étude, et qui est tiré d'ailleurs de l'étude Opinionway que vous avez produite. Chez les moins de 35 ans, c'est intéressant, c'est pas la Gen Z, mais enfin, ils en sont sortis de peu. 53% d'entre eux ont envisagé de changer d'entreprise pour une politique plus family-friendly. Ouais. Ça, c'est un sujet, je m'adresse au DRH, et évidemment, vous êtes un partenaire du sujet, mais vous dites c'est aussi un calcul que l'on fait d'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire, globalement, un collaborateur maltraité ou une collaboratrice maltraitée dit je m'en vais. Vous l'avez, j'imagine, quantifié, ce sujet-là. Oui, c'est un enjeu d'attraction, de rétention des talents, d'engagement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs, ils regardent l'ensemble de ce que l'entreprise propose sur plein de sujets, dont la parentalité. Et après, c'est comme ça qu'ils décident de rester ou pas de rester. Donc oui, c'est un sujet important. Donc vous réduisez les risques d'absentéisme, parce qu'il y a le départ, puis aussi les arrêts maladie, parfois de très courte durée, parce qu'on doit s'organiser. C'est ces sujets-là dont on parle. C'est exactement. C'est apporter les bons services et la bonne flexibilité pour que le retour dans l'entreprise se fasse sereinement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on pense que l'entretien de retour est très important, mais l'entretien avant départ est aussi très important. Bien sûr. Que si on veut partir sereinement, il faut anticiper ce qui va se passer, connaître ses droits, préparer son retour. Donc c'est aussi important de voir les gens avant qu'ils partent. Tiens, et avant de donner la parole à Marine, les hommes le prennent, leur congé parentalité? Moi, j'ai été confronté il y a quelques temps maintenant à ce sujet, qui venait d'arriver, ce congé. Et on se regardait tous, on était journalistes, et on se disait, non, on ne va pas le prendre, ça ne sert à rien, je suis à l'antenne, en plus on faisait de la télé, et donc c'était compliqué. Ils le prennent maintenant, c'est rentré dans la culture ou pas? Vous regardez... Alors nous, oui, non. Nous, ils ne le prenaient pas assez. Voilà. Et la raison principale, c'est parce que quand vous preniez un congé paternité, vous perdiez du salaire. Exact. On pouvait compenser, l'entreprise pouvait compenser. Voilà. Nous, on a signé dans l'accord égalité professionnelle homme-femme, qui concerne du coup aussi les hommes, on a signé le fait de maintenir le salaire, et ce qui a très largement permis aux papas de prendre leur congé. Donc l'incitation financière qui permet de garder ses revenus. On lève un frein. Combien de jours le congé paternité? Maintenant 28. 28 jours. Bientôt plus au mois de juillet, puisqu'il va être augmenté. Avec le congé de naissance. Oui. Exactement. Bientôt 2 mois de plus chacun. Vous êtes une actrice, parce que vous travaillez avec Panzani, je l'évoquais, mais est-ce que l'idée d'implanter des crèches, puisqu'on l'évoquait chez Panzani, sur site, qui était une vieille idée On posait la question, oui. Fin 19e, début 20e, toutes les grandes entreprises, les poissonneries, les sardineries, intégraient les crèches sur site pour que les mamans aillent allaiter leurs enfants. Ça se passait comme ça. C'est la bonne solution ou pas, ça? Alors nous, on s'est créé, donc à l'époque, en 2010, on s'appelait Ma Place en crèche. Et justement, ce qu'on a créé, c'est de disrupter les crèches d'entreprise. Donc de ne pas avoir la crèche sur le site de travail, mais au contraire d'avoir une crèche d'entreprise, donc un berceau d'entreprise, dans une crèche à 5 minutes du domicile des salariés. L'idée, c'est quand même de jouer sur la proximité, le caractère pratique de la crèche. C'est comme ça qu'on a créé le plus grand réseau de crèches de France. Et aujourd'hui, on a plus de 4500 crèches partenaires. Donc vous avez des espaces, en fait. Exactement. Et après, on a aussi des clients pour lesquels ça a du sens d'avoir une crèche sur site. On parlait du zooparc de Beauval. En plus, eux, ils avaient besoin d'une crèche ouverte 365 jours par an. Très grosse amplitude, oui. Voilà, donc c'est obligé. Voilà. Caroline, le ROI, parce que je vois que le temps file, le ROI, qui est un mot impropre pour parler des enfants, mais c'est un calcul que fait aussi l'entreprise. Engagement, marque employeur, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi un ROI sur ce sujet. Oui, il y a un groupement d'entreprises suisses, dont Nestlé, qui avait mené une étude et qui avait prouvé que pour 100 € investis en faveur de la parentalité, ça lui rapportait 108 €, 8% de ROI. Est-ce que ce calcul-là, sans cynisme aucun, vous dites, on le fait aussi, parce que ça nous permet d'avoir des collaborateurs qui se sentent appréciés, encouragés, et sur lesquels ils ont un équilibre? Non, je pense qu'on est obligé de le faire, parce qu'on a des entreprises précurseurs. On peut prendre l'exemple de Panzani, parce qu'ils ont mis beaucoup de choses en place. Mais on a aussi des boîtes qui rechignent, qui ne veulent pas le faire. Et en tant que consultante, j'arrive en disant, en fait, si vous ne le faites pas et que des mères s'en vont, c'est entre 3 et 9 mois de salaire que vous perdez. Un burn-out... Le coût du recrutement? Oui, ça inclut tout ça. De la formation...
Il y a un burn-out, ça coûte presque 80 000 €. Donc, si on ne prend pas soin de ses salariés, ça va vous coûter très cher. Et puis, on peut voir la pierre qui roule un peu sur les inégalités femmes-hommes. Parce que si on soutient les mères et qu'on encourage les papas à partir en congé paternité et les coparents, on soutient aussi les mères et on évite d'avoir des biais au recrutement, notamment. Jérémy, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? Parce que quand on travaille sur ce sujet, on voit que des entreprises sont très en retard. On voit que certaines sont en avance. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'embrasser le sujet de la parentalité dans sa globalité. Bien sûr, les places en crèche, c'est souvent le sujet par lequel on entre, parce qu'on sait qu'il y a un problème de garde pour les jeunes enfants. Mais ensuite, tout au long de la vie de parents, on a des sujets de soutien scolaire, d'orientation, de gestion, de garde d'urgence. À un moment, on devient proche aidant. Le télétravail, les entretiens de retour, s'assurer que les salaires augmentent. Donc c'est pour ça que nous on a essayé de l'approcher dans sa globalité pour que le dispositif soit puissant et plus que juste la garde de jeunes enfants. Vous avez des retours, vous avez des entretiens, alors de départ et de retour, mais vous avez aussi des entretiens avec vos collaborateurs, des remontées de managers. Qu'est-ce que vous disent les salariés? Est-ce qu'ils vous remercient? Est-ce qu'il y a l'idée que on est bien chez Panzani parce qu'on y est bien sur le plan de la parentalité? Oui, en tout cas, c'est apprécié. On a des très bons retours. Nous, on a lancé ce dispositif il y a maintenant 2 ans. On a accéléré, on a communiqué et on a vu de l'engouement. On a vu des gens qui s'intéressaient à tous les dispositifs et qui allaient au-delà du simple berceau. Et donc, je crois qu'il y a un bel engouement. Donc, ça veut dire que vous avez aussi du recrutement, peut-être par levier, lié à cette politique de parentalité. Il y a peut-être des femmes et des hommes qui disent... Tiens, cette boîte-là m'intéresse, non? C'est sûr, moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit que des candidats leur avaient dit qu'ils venaient là parce qu'il y avait des places en crèche. Enfin, des mamans notamment, en l'occurrence. Justement, je pense qu'il y a encore un progrès à faire sur l'équilibre homme-femme là-dessus. Il y a l'étude de la PEC qui montre que 50% des mères cadres déclarent que ce sont plus souvent elles qui s'occupent de leur enfant malade contre 18% des pères. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui ment aussi, parce que... C'est-à-dire Mais que c'est encore plus. C'est ça, enfin, les hommes pipotent un peu. J'ai voulu fier à ce chiffre. J'ai vu passer une enquête qui disait, je crois que c'était un truc comme 95% des mamans qui prenaient rendez-vous sur pour les enfants sur Doctolib. On a vu la même 98, je crois, 98. Et pour leur conjoint aussi. Et vous, Jérémy, vous prenez rendez-vous aussi sur Doctolib? Moi, j'ai récupéré mon fils à l'école hier soir. C'est un problème de nounou, donc... Non, mais je veux dire par là que souvent, quand on met des politiques comme ça, il faut être aussi aligné soi-même. Et c'est un vrai sujet aussi. En tant que papa, je pense que vous êtes papa, je ne peux pas vérifier. Et je pense qu'il faut aussi montrer aux collaborateurs que vous le faites. Et j'imagine que vous le faites. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est important, l'alignement. C'est important, tout à fait. Quand même, il faut préciser, on ne l'a pas dit au début de l'émission pour ne pas créer une sinistrose absolue, c'est que pour la première fois depuis 1945, il y a plus de décès que de naissances. Oui. Donc, remercier, je ne sais pas, vous les experts et les observateurs, enfin ceux qui le vivent, on traverse une crise de la natalité, alors qui n'est pas peut-être uniquement liée aux politiques de l'entreprise, mais il y a une incidence. Il faut aller plus loin si on veut faire plus d'enfants. Il faut une politique, le congé de naissance et aussi le congé parental où on s'arrête 1 an. C'est quoi? C'est 3... On ne gagne pas. Enfin, non, on ne gagne même pas 500 € par mois. À peine 350 €, je crois, c'est ça? Oui. Enfin, on peut pas entre 300 et 500. Non, mais je veux dire, en changeant de politique, en disant à une femme, vous avez un minimum vital qui vous permet de vivre, est-ce que c'est ou à un homme, évidemment, est-ce que ça vous permet de je pouvoir... pense que c'est pas que ça. C'est pas que ça. Chez la société, dans l'ensemble, on voit les espaces No Kids, on va au café, si notre enfant a... Le train, l'avion, enfin moi on a déjà traité mes enfants de chiens en mode le chien est beaucoup plus sage que vos enfants. Oui, en fait, ils ont 3 et 4 ans. Enfin, donc je pense que c'est toute la société et toute la mentalité qui doit évoluer. Et alors il y a des acteurs qui font bouger, Panzani, mais en fait si c'est que les entreprises, c'est une notion sociétale et gouvernementale. Donc ça dépasse largement le cadre des compétences et des pouvoirs des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repousse les enfants à la marge. Ils font trop de bruit dans les rues, dans les trains, c'est ça le sujet que vous soulevez. Des avions No Kids, des restaurants No Kids, des plages No Kids, et puis bientôt plus d'enfants, et puis du coup la natalité chute. Et c'est important quand même que le gouvernement continue à accompagner les entreprises qui justement mettent des choses en place pour être family friendly. Ça, on vous accompagne, Jérémy ? Oui, je pense que le gouvernement a été incitatif sur les places en crèche il y a maintenant de nombreuses années avec le crédit d'impôt. Donc ça, c'est très bien. Et puis je pense que ça permet de rentrer dans le sujet et ensuite de pouvoir l'élargir. En tout cas, nous, les places en crèche nous ont permis d'entrer dans le sujet. Oui, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Et c'est un déclic, c'est un début. C'est comme ça qu'on embarque les managers, les dirigeants d'une entreprise. Et qu'ensuite, on peut être plus ambitieux
pour C'est essentiel. On ne le dira jamais assez, mais il faut former les managers, les éduquer à ces sujets, parce qu'il faut quand même leur faire comprendre les enjeux d'un retour de congé maternité. On voit souvent des femmes qui disent mon poste avait changé, mon bureau avait changé de place. Personne ne m'a parlé quand je suis revenue. Personne m'a parlé, personne ne s'est interrogé sur moi. C'est un vrai sujet, presque sociologique, là, presque psychologique, Oui, que beaucoup de femmes vivent. Humain, en fait, juste humain. Ouais. Enfin, se rendre compte qu'elle a donné la vie, qu'elle revient et que c'est pas la même personne et qu'il faut l'accueillir, prendre soin d'elle, avoir un entretien de retour et puis en avoir aussi d'autres dans l'évolution, parce que ce qui est vrai à 3 mois de l'enfant n'est pas vrai après. Caroline. J'ai listé un peu, enfin j'ai cherché dans les entreprises les différents dispositifs innovants. Il y en a un qui est intéressant, c'est la FinTech Indie qui, depuis début 2024, propose à tous les jeunes parents 12 jours supplémentaires de congés utilisables la première année, l'année où ils sont souvent malades. C'est assez précieux. Congé enfant malade. Ouais. Donc 12 jours à prendre comme on veut, droit de tirage. Ça vous semble être une piste intéressante avec toutes les contraintes qu'on évoquait sur des salariés qui sont sur des sites de production, c'est plus compliqué. Nous, dans l'accord égalité professionnelle qu'on a signé avec les partenaires sociaux, on a un dispositif qui est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a laissé la possibilité de transformer son 13e mois en temps. Parce que finalement, des gens qui ont besoin plus de temps que d'argent. Ça marche pour les aidants aussi, j'imagine. Exactement. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir offrir du temps, parce que parfois, c'est le temps dont on a besoin et la flexibilité que le temps apporte. Exact, ça c'est très très intéressant. Et les gens l'utilisent? Oui, ça commence. Voilà, c'est nouveau, donc on a communiqué, il faut oser faire la démarche, il faut s'organiser. Mais voilà, ça démarre. Et ce qui est important... Un mot avant de parler du grand événement de Ce qui est important, c'est de bien communiquer, en effet. Donc, comme on a une charte du télétravail qui est dans toutes les boîtes, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait chez Panzani, mais il faut avoir sa charte, justement, parentalité. C'est-à-dire, j'oubliais le télétravail, c'est la solution ou pas avant de nous quitter? Parce qu'on se dit, après tout, le télétravail, c'est pratique, on peut avoir son enfant à portée. J'ai eu le sentiment que ce n'était pas la panacée quand même. Alors, dans les usines, non. Bon, ça c'est fait. Mais oui, mais nous, par exemple, on étend le télétravail pour les femmes qui sont enceintes. Et c'est très, très, très apprécié parce que ça apporte un moment où on a peut-être plus fatigué, plus de contraintes, ça apporte de la flexibilité. Donc c'est définitivement une réponse. De la souplesse et la maman qui est souvent triste de laisser son enfant, il faut le dire, à la crèche. On a vu ou le papa d'ailleurs. Pendant le confinement que du coup tout le monde est resté à la maison et qu'il y a eu beaucoup moins de déclenchements, d'accouchements prématurés. Plus calme, moins stressé. Plus calme, moins de transport, etc. Et moins de transport, exact. Moins de préma. Donc préma. on peut faire l'addition aussi de combien ça coûte de faire un préma à la société. Exact, c'est un coût très élevé, oui. notamment les grands prémas. Votre événement d'un mot, autant en faire un peu de promo, c'est quoi l'idée? Pourquoi créer un événement? Vous dites que c'est une manière de visibiliser ce sujet? On a souvent des événements pour les parents, on a souvent des événements sur l'ambition pro. L'idée, c'est qu'on voulait mettre ça dans un même sac et se dire on peut être parent et ambitieux. Et donc, parler de politique parentale, parler d'entreprises qui innovent et qui font des choses bien, comme peut le faire Panzani. Donc, c'est une invitation que vous lui lancez, en fait, c'est ça l'idée, avec plaisir. Okay, il veut revenir de Lyon, donc c'est le 24 mars à Paris. 24 mars à Paris. Exactement. Donc, c'est de réconcilier, de faire se parler tout le monde. Exactement. Et qu'on soit manager, salarié ou DRH, qu'on puisse venir s'inspirer et puiser des bonnes idées à mettre en place dans son organisation. Et comprendre pourquoi il faut les mettre en place. Vous êtes convaincu, vous faites aussi du prosélytisme. Vous êtes venu sur ce plateau pour parler de ce que vous faites. Est-ce que vous continuez dans la sphère des DRH à expliquer à vos collègues qui seraient certains en train de vous dire écoute, c'est pas la priorité, la parentalité, c'est pas essentiel. On l'entend beaucoup, ça. Ouais, je pense que tout le monde a conscience que les enjeux de qualité de vie au travail sont importants. Et après, dans la qualité de vie au travail, il y a plein de tiroirs possibles. La parentalité en est définitivement un. Je pense quand même que la prise de conscience est assez forte. Moi, je sens en tout cas qu'elle s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Donc moi, je suis assez optimiste. Donc si on se disait faites des enfants, c'est peut-être ça le mot de conclusion de cette émission. Réfléchissez bien avant de les faire. Il faut bien sûr réfléchir avant de les faire. Mais enfin, la natalité se casse quand même violemment le nez. Est-ce que je peux parler 10 secondes. On a un bouquin qui vient de sortir à l'AFNOR, 100 questions sur la parentalité en entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour tous les DRH. Je viens de l'offrir vous allez le présenter dans l'événement de voilà, exactement. Il est dans la liste, c'est déjà le cas. Et nous, on sera invités, j'espère bien. Et c'est notre directrice qualité parentalité, Karine Arquet, qui l'a coécrit à 4 mains avec Tiffaine Mayol. Voilà, donc c'est vraiment un must-have dans sa bibliothèque. Eh bien, vous l'enverrez ici et on viendra le chroniquer. Et une newsletter sur LinkedIn qu'on vient de lancer, là, qui est sortie aujourd'hui. Ça y est, vous avez tout mis là. Voilà, donc il faut s'inscrire et nous suivre. Et comme ça, vous recevez les newsletters. Et manger des pâtes, c'est très bon pour la santé. Par ailleurs, et je ne vous ferai pas le slogan que j'adore, puisque je vous l'ai fait hors antenne. Merci Jérémy Mailly, DRH Groupe Panzani, très en avance sur ces sujets de parentalité. Merci à Marine Dezande, cofondatrice Les Parents Zen, et qui travaille la main dans la main avec Panzani. Puis merci à Lucille Vatrin. Bon vent pour votre événement de mars. Experte conciliation des vies, parentalité, entreprise. Et merci à Caroline de Senneville. C'est toujours un plaisir de partager cette émission avec vous et avec vous. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Paul au son et merci à Charles à la réalisation aujourd'hui. Merci à vous tous et à très bientôt. Bye bye.